Bonjour à tous, nous sommes au mois de juin et vous le savez, au mois de juin c'est la fin du trimestre et donc c'est le moment pour moi de réaliser un épisode de Monsieur Lit pour vous parler de mes lectures de ces 3 derniers mois. Alors je suis en plein déménagement donc c'est... Non ça va, ça se voit pas, j'ai essayé de sortir du cadre tout le bazar et tous les cartons. C'est pas optimal comme condition de tournage, mais en même temps Monsieur Lit c'est quand même le format de très très loin le moins regardé de ma chaîne et donc je ne pouvais pas rater ce rendez-vous avec vous. Donc c'est parti, je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai lu ce coup-ci. Alors je vais pas le faire comme d'habitude dans l'ordre chronologique de ce que j'ai lu, je vais le faire un petit peu par thème parce que les livres que j'ai pu lire ce trimestre, en gros on peut les regrouper en différentes catégories. C'est parti. Pour rencontrer Monsieur Lee, faut mieux une bonne couverture. Comment on fait pour pas devenir fou, quoi? On lit. Alors tout d'abord, ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous savez que je suis allé avec ma petite famille en vacances quelques jours à Saint-Malo, ville que je ne connaissais pas et que j'ai adoré. Donc là-bas, pendant le voyage, en plus c'était juste après les déconfinements, etc. Donc je suis allé soutenir les libraires du coin, donc je suis allé dans une librairie à Saint-Malo pour acheter des bouquins sur Saint-Malo, et j'en ai ramené quelques-uns. Alors le premier, sans plus tarder, c'est celui-ci. Donc c'est Nouveau conte traditionnel de Bretagne. Alors l'histoire c'est quoi? C'est très simple, vous voyez c'est tout petit, hein, c'est très fin. En gros c'est pas très compliqué, c'est l'histoire d'un paysan qui va puiser de l'eau au milieu de la nuit et qui tombe sur l'Ankou. Alors ceux qui connaissent les fans de Kaamelott voient très bien de qui je veux parler, les autres je vous laisserai chercher. Mais voilà, l'Ankou s'apprête à tuer le paysan. Et tout à coup sonnent les 12 coups de minuit et donc le paysan et l'Ankou vont faire un deal. Si le paysan raconte 12 histoires, une histoire par coup de cloche, et que les histoires sont suffisamment plaisantes et que l'Ankou passe un bon moment, il lui laissera la vie sauve. Et donc on a 12 histoires, 12 petits contes, 12 traditions bretonnes qui se lisent très vite, qui sont très sympas. Il y en a un peu pour tous les goûts, il y a un peu d'horreur, il y a des créatures, il y a de l'amour, il y a plein de choses. Il y a des extraits de romans de chevalerie. On raconte la rencontre entre Yvain et Lodine, par exemple. Et il y a plein d'autres traditions que je connaissais pas. Voilà, moi j'adore les contes traditionnels, j'adore ce genre d'histoire. Alors évidemment j'ai 10 ou 15, non, j'exagère peut-être un peu, mais je dois pas avoir loin de 10 recueils de contes et de traditions provençales. Et c'est vrai que du côté breton j'y connaissais rien. Et j'ai passé un très bon moment. Je les ai racontés, pas lus, mais racontés un peu à ma sauce à ma fille de 4 ans qui s'est vraiment bien marrée, c'était hyper efficace. Donc... super, je vous le conseille. Ensuite, j'ai suivi les conseils de Madame Rigaud, parce que c'est toujours bon d'écouter sa femme, qui avait entendu parler d'une saga, et moi je connaissais pas du tout. Et du coup, je me suis dit, allez, pourquoi pas, on se chauffe. Cette saga s'appelle Ces Messieurs de Saint-Malo, de Bernard Simiot. Donc c'est en 3 tomes, donc ça c'est le tome 1, j'ai commencé par lui, et puis j'ai lu dans la foulée le tome 2, Le Temps des Carbec, donc ça c'est quand même un peu plus épais déjà. Et puis il n'y a pas d'image et c'est écrit plutôt en petit, mais j'ai absolument adoré. C'est largement dans le top 3 de mes coups de cœur de cette année, c'était vraiment beaucoup trop bien et je comprends pas pourquoi c'est pas plus connu. Alors en gros l'histoire c'est quoi? Le tome 1 commence sous Louis XIV avec un personnage qui s'appelle donc Mathieu Carbec et qui au moment de la création de la Compagnie des Indes va se chauffer avec un de ses potes d'enfance. Donc lui il est juste petit commerçant, il vend des bougies, il vend des amarres, enfin il vend 2-3 bricoles dans une toute petite boutique miteuse de Saint-Malo. Et donc il va se chauffer avec son pote et il va acheter 2 parts de la Compagnie des Indes orientales qui vient d'être créée par Louis XIV. Et c'est le début d'une grande aventure d'entrepreneuriat, on va dire, et il va avoir progressivement envie de plus, il va essayer d'aller encore plus loin, et donc c'est le début d'une grande saga familiale autour de la famille Carbec, avec des corsaires, dans l'arbre généalogique il va y avoir des corsaires, il va y avoir des marchands, il va y avoir des pêcheurs, il va y avoir des diplomates, il va y avoir enfin bref, il y a un peu de tout. Et c'est assez génial. Alors le tome 1 du coup on se concentre sur les 2 premières générations, donc l'époque de Louis XIV. Le tome 2
on est plutôt à l'époque de Louis XV, et ça se termine, je crois, 15 ou 20 ans avant la Révolution française, et c'est absolument génial. J'ai adoré, quand je l'ai lu assez rapidement au milieu du tome 1, je me suis dit, attends, mais ça serait un truc de ouf si ça existait en série. Une série avec du budget, je veux dire, un truc avec vraiment des décors, etc. Ce serait mais incroyable, il y a tellement de trucs à raconter, tellement de personnages attachants. Et puis rapidement je me suis dit mais en fait non, il n'y a pas besoin, c'est beaucoup mieux en livre en fait, parce que du coup on s'imagine chacun les décors, le physique des personnages, etc. Et je me suis dit en fait je serais forcément déçu s'il y avait une série, mais en termes d'implication, en termes de plaisir à suivre les personnages, on est largement au niveau d'une excellente série avec beaucoup de personnages. Ça m'a fait un peu l'effet de Game of Thrones. Alors dans Game of Thrones on est pas du tout dans le même registre, hein, ni dans le même genre. Ça c'est vraiment une saga historique basée sur des personnages historiques, pas la famille Carbeck je crois pas, mais en tout cas tout ce qui est autour, on suit vraiment les conflits entre la France et l'Angleterre, on suit vraiment les événements historiques majeurs, donc c'est pas du tout le même registre, mais ouais, en termes de suspense, en termes d'attachement au personnage, on est vraiment à ce niveau là, et c'était très 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 cool. Alors j'ai le tome 3, le dernier, mais je l'ai pas encore lu, et surtout d'après la 4e de couverture, c'est plus ou moins les descendants des personnages qu'on a découverts dans ces 2 premiers tomes, mais au milieu du XXe siècle. Donc il y a vraiment une grosse ellipse. Et du coup on a après 2 tomes déjà l'impression d'une histoire terminée, et c'est incroyable. Je lirai quand même le tome 3, mais du coup je me suis pas mis le feu. Il y a déjà un côté très satisfaisant à lire les 2 premiers. J'ajoute aussi que pour ces messieurs de Saint-Malo, c'est un travail, c'est des romans qui sont hyper documentés du point de vue historique, qui sont vraiment hyper intéressants sur les relations entre les différentes classes sociales, entre la bourgeoisie naissante et commerçante, la noblesse terrienne assez pauvre, et puis même sur les conditions de vie à bord des corsaires, à bord au sein de l'armée, à bord des bateaux du commerce triangulaire, etc. C'est hyper documenté et hyper intéressant. Ensuite, j'ai lu ça, que j'ai acheté du coup aussi à Saint-Malo, Surcouf. De Saint-Malo aux Indes, la vie du roi des corsaires par Robert Surcouf, descendant du célèbre corsaire. Donc Surcouf, on connaît tous de nom, on sait plus ou moins que c'est un corsaire, on sait plus ou moins qu'il était malouin. Je dis on, c'est la doxa, hein, les gens en général, mais moi je savais même pas exactement à quelle époque c'était, et je savais pas où c'était non plus. Donc là on en apprend vraiment beaucoup sur ce personnage, qui du coup était corsaire pendant la période révolutionnaire et la période napoléonienne dans l'océan Indien. Ce récit se base, donc a été composé par le petit-neveu, je crois, du corsaire, se base sur des témoignages de membres d'équipage de Surcouf et de leurs descendants, et sur les premières biographies qui ont existé à l'époque de Surcouf. Et ça, c'est une édition abrégée qui garde que les... Donc en plus c'est écrit... bon, j'allais dire c'est écrit assez gros, mais pas spécialement. Mais ça fait 200 pages à peu près. Donc c'est pas hyper long, et on a vraiment que les meilleurs moments. On a les récits des attaques, on a les récits des combats, des abordages et tout. Et c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Tellement de style, tellement de classe, tellement d'histoires... incroyable, tellement d'anecdotes, et puis c'est quand même le bon vieux temps où on se battait contre les Anglais, donc ça fait quand même plaisir. Voilà, donc c'est vraiment très 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 sympa et très intéressant de découvrir un personnage comme Robert Surcouf. Donc je recommande aussi grandement, ça se lit tout seul et c'est vraiment bien kiffant. De l'aventure, du courage, enfin que du bon. Ensuite, j'ai lu aussi pendant ce trimestre, j'ai eu ma petite phase Arsène Lupin, et c'est cool. Alors pourquoi Arsène Lupin? Alors je connaissais pas du tout Arsène Lupin, je connaissais simplement le château de Cagliostro de Miyazaki, qui est plus ou moins une adaptation de Lupin 4, je crois, de Monkey Punch, donc qui était un manga inspiré lui-même des œuvres de Maurice Leblanc et donc d'Arsène Lupin. Si vous n'avez pas vu le château de Cagliostro, c'est le premier long métrage réalisé par Miyazaki et il est succulent.
Donc ça reprend plus ou moins la même ambiance et le même univers qu'Arsène Lupin. Arsène Lupin, bon, vous le savez, il y a eu une série Netflix qui a déterré un petit peu ce personnage, série avec Omar Sy qui s'appelle Lupin. Et du coup, à l'issue de cette, à la sortie de cette série, j'ai appris que tout le monde se remettait à lire Arsène Lupin, qui était un petit peu tombé dans les oubliettes. Et déjà, je trouve ça très cool. Quand il y a des séries qui donnent envie aux gens de se mettre à la lecture ou de se remettre à la lecture, c'est super positif, donc c'est très cool. Et du coup, je me suis dit, Arsène Lupin, je connais pas, je vais le lire. J'ai acheté celui-ci, donc c'est Arsène Lupin, gentleman cambrioleur. C'est les 9 premières nouvelles de Maurice Leblanc avec Arsène Lupin comme personnage principal. Et pendant que j'ai commencé d'abord, et puis pendant que j'étais en train de le lire, j'ai regardé la saison 1 de la série avec Madame Rigaud, et on a bien aimé la série. Je fais juste une parenthèse du coup sur la série qui je trouve dose très très bien le côté référence à Arsène Lupin, easter eggs, etc. Inspiration, création originale. Je trouve que l'équilibre est parfait. Je trouve que Omar Sy est énorme et qu'il joue extrêmement bien. Je trouve juste dommage qu'il y ait beaucoup d'autres personnages qui soient pas aussi bien joués que celui d'Omar Sy. Je trouve qu'il y a un vrai décalage avec certains personnages, notamment on se dit ok, c'est quand même laborieux, et je la trouve vraiment sympa. Il y a la saison 2 qui doit sortir ce mois-ci, donc on va regarder la suite, on verra, mais ça donne vraiment envie. C'est plein de références. Moi qui lisais en même temps les nouvelles, il y avait plein de passages où je disais ah tiens regarde c'est rigolo, il se passe la même chose dans la nouvelle, etc. Donc il y a plein de références, c'est assez intelligemment fait. Donc voilà, la série elle est pas non plus, c'est pas la série de l'année, mais elle est très sympa, et surtout Arsène Lupin, c'est incroyable. Alors ça raconte quoi ? Arsène Lupin, c'est donc un cambrioleur français dont on ne sait presque rien. C'est fin 19e, début 20e, je dirais. On sait qu'il a la faculté vraiment de se maquiller, de se déguiser pour vraiment modifier son apparence. Et c'est ça qui va lui permettre de sortir de pas mal de guêpiers. Et surtout, il a énormément de panache. C'est un personnage qui a du panache, et donc qui réalise des cambriolages un peu dingues, un peu fous. Il n'hésite pas à narguer la police, il n'hésite pas à se lancer des défis, de mettre un peu de mystère dans toutes les histoires, etc. Il y a un côté, c'est vraiment du bon policier, avec un côté enquête, chasse au trésor, mystère, etc. Et c'est très très cool. Dans celui-ci, Arsène Lupin, gentleman cambrioleur, on a 9 nouvelles, donc ça a l'air épais, mais en fait c'est écrit pour le coup en assez gros, et puis il y a des photos liées avec la série. Donc ça se lit très très vite, c'est 9 petites histoires qui sont excessivement cool. Donc je recommande très vivement de commencer par ça, et je pense que je le proposerai en lecture cursive à mes 5e l'année prochaine. Mais ça, on aura le temps d'en reparler. À l'issue du coup de ces 9 nouvelles, je me suis dit tiens, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin. Et donc forcément, je suis tombé dans une librairie sur celui-là, Arsène Lupin, l'Aiguille creuse. Donc ça, c'est un roman. Donc une aventure d'Arsène Lupin qui est un peu plus longue. Alors il se passe quoi ? Il y a un cambriolage chelou dans un château en Normandie, et la police réalise assez vite que le coup a dû être monté par Arsène Lupin et ses équipes, et il y a un jeune lycéen qui est passionné d'enquête policière et qui est très très bon dans l'exercice de la déduction, qui va se mêler à l'enquête et qui va essayer de remonter la piste d'Arsène Lupin. Et donc ça va être un petit peu un match entre ces deux cerveaux, ces deux intelligences supérieures, Arsène Lupin et le jeune lycéen, jusqu'à une fin d'histoire que je ne vous spoilerai pas, mais qui est absolument incroyable. Ça mélange donc mystère, histoire de France, ça mélange policier, thriller, roman psychologique, c'est très très cool. Il y a plein de rebondissements, on n'arrive pas à décrocher quand on le lit. À chaque chapitre on se dit attends mais il va se passer quoi, et on est hyper pris dans l'histoire. C'est plutôt bien écrit, et c'est vrai que Maurice Leblanc, qui est donc l'auteur d'Arsène Lupin, il est, en fait personne n'en parle jamais, en fait il est pas forcément considéré comme un grand auteur, et clairement c'est des histoires, c'est des aventures qui sont incroyables, et c'est accessible, hein. Même pour mes collégiens, franchement n'hésitez pas. J'en parlais avec une de mes 5e qui a lu justement l'Aiguille creuse et pareil Arsène Lupin, gentleman cambrioleur, qui a adoré. Elle m'a dit ça fait partie de mes livres préférés. Donc c'est hyper abordable, il y a vraiment c'est à la fois bien écrit et tout, mais en même temps c'est accessible, donc n'hésitez pas, lisez Arsène Lupin, c'est dingue. Ensuite peut-être dernière partie, dernier bloc, un bloc un peu foot, puisque j'ai lu aussi ce trimestre ce bouquin,
l'histoire racontée par le football d'Olivier Corbobès. Donc c'est quand même un peu épais, et pour le coup, alors, il y a quelques images et tout, mais c'est quand même pas écrit en très très gros. C'est un livre un peu chelou. J'en avais entendu parler quand l'auteur avait été invité sur le plateau de l'Afterfoot pour parler de son bouquin. Et le concept m'a vachement plu et m'a interpellé. Donc en gros, c'est un prof d'histoire, un universitaire, qui raconte l'histoire du monde, pour la faire courte, en résumé évidemment, parce que ça fait pas, voilà, ça mériterait d'être beaucoup plus long, mais avec en soutien, en illustration, en appui, des références au football. Donc que ce soit des blasons, des noms de clubs, des histoires de footballeurs, de transferts, des chants, donc des chants dans les stades, des noms de groupes ultra, etc. Qui illustre, qui représente ou qui s'inspire de l'histoire de chaque pays et de chaque nation, et c'est du coup hyper intéressant. Alors c'est à mi-chemin entre les romans, enfin entre les bouquins de culture générale un peu sympa, vous voyez un peu les trucs du genre la culture G pour les nuls, etc. et un ouvrage universitaire un peu plus froid, quoi. On est vraiment à mi-chemin entre les deux, dans l'écriture, dans la présentation. Le principe de ce bouquin est un petit peu bizarre. Vous avez à la fin, je sais pas si on voit très bien, mais vous avez à la fin 365 devinettes qui sont des petites questions, et vous avez les réponses dans le bouquin avec un système de numéros. Et donc l'idée, c'est de pouvoir lire une anecdote par jour. Bon, moi évidemment j'ai pas fait ça, je l'ai lu en un seul coup, mais voilà. Alors vous avez des questions faciles et explicables, hein, du genre pourquoi parle-t-on des phocéens pour désigner les joueurs de l'Olympique de Marseille, et vous avez des trucs hyper chauds du genre à quelle grande dynastie musulmane du Moyen-Âge le stade national de Syrie rend-il hommage? Je sais pas, frère. Pourquoi le match Chili-URSS, pourtant décisif pour la qualification à la Coupe du Monde 74, ne se déroula qu'avec une seule équipe sur le terrain? C'est ce genre d'anecdote, et ensuite on revient dans le bouquin et on a toutes les explications historiques, etc. J'ai appris énormément de choses. Il y a évidemment énormément de choses que j'ai pas retenues parce que c'est juste une mine d'informations. Il y a 15 anecdotes par page, donc clairement voilà, il y a beaucoup trop de choses. En revanche, j'ai trouvé ça hyper intéressant, et je pense que c'est un bon point d'entrée pour les gens qui voilà, connaissent pas trop l'histoire à la base, sur les périodes que je connais, enfin que j'ai étudié à l'université, notamment toute la partie antiquité grecque, Moyen-Âge, etc. C'est hyper intéressant. Ça m'a fait du bien de me replonger dans mes très très vieilles connaissances qui sont au fond de mon cerveau sur les guerres médiques et tout. Donc ça c'était hyper intéressant comme exercice, et en plus de voir tout l'impact que ça a sur le football, de voir l'impact entre histoire, enfin les interactions entre histoire, football et même histoire très récente, c'était hyper intéressant. Donc je le conseille autant aux fans de foot qu'aux fans d'histoire, mais voilà, sachez que c'est, voilà, moi je l'ai peut-être pas lu de la bonne manière en le lisant d'une traite. Peut-être que c'est plus sympa d'aller y piocher des petites informations comme ça à droite à gauche. Ça peut très bien être le genre de bouquin qu'on met dans les toilettes, quoi. Voilà, et où on feuillette et puis on dit ah tiens, c'est marrant. Voilà, ça pourrait très bien être ça. Et dans cette partie foot, je veux vous parler d'autre chose qui n'est pas réellement un bouquin, c'est plus un magazine, c'est un MOOC. C'est le MOOC de l'Afterfoot qui a été lancé, c'est le premier numéro, et du coup je l'ai acheté par curiosité. Vous savez que j'écoute de temps en temps l'émission, et je me suis dit tiens, il lance un truc papier, je vais jeter un coup d'œil et je vais voir ce que ça donne. Donc c'est le premier tome, il est sur le foot et l'argent, et c'est vraiment bien. Voilà, je le conseille parce que c'est vraiment bien, c'est un trimestriel. Donc c'est quand même un peu épais. Il y a des illustrations qui sont magnifiques. Attendez, je vous en retrouve. J'en avais partagé une sur Insta, une sur l'OM. C'est voilà. Il y a des illustrations qui sont vraiment canon, et c'est très intéressant. Alors ce qui est cool, c'est que parmi les personnes qui participent à ce numéro et qui participent à l'émission, on retrouve des spécialistes sur certains sujets, notamment sur tout ce qui va être transfert, droit télé, etc. Ils ont fait appel à des pointures, à des gens du métier pour expliquer un certain nombre de choses et pour vulgariser, donc ça c'est très bien. Et puis surtout dans l'équipe de l'After, on a un petit peu toutes les tendances politiques, etc. Et ça se retrouve bien dans ce bouquin.
enfin dans ce MOOC, dans un dossier sur le foot et l'argent, bah, c'est pas mal d'avoir différents points de vue politiques, idéologiques, voilà, sur le sujet. Et c'est vraiment intéressant. J'ai beaucoup apprécié. J'ai pas tout lu, hein. J'ai lu article par article ceux qui m'intéressaient le plus, mais j'ai vraiment appris plein de choses et ça fait plaisir. Je l'avais déjà dit à propos de l'émission, mais je leur dis du coup à propos de ce magazine, ça fait quand même plaisir d'entendre des gens qui parlent de foot sans prendre les lecteurs ou les auditeurs pour des idiots, et ça c'est vrai que c'est quand même appréciable. Après on se fait sa propre opinion, on apprécie ou pas les intervenants, on apprécie ou pas les articles, mais on apprend quand même beaucoup de choses et on n'a pas l'impression d'être pris pour des teubés, donc ça c'est quand même hyper agréable. Je trouve qu'il y a quand même une vraie bienveillance, et dans ce numéro notamment à l'égard des supporters et des ultras, et de dire bah ouais, on peut être supporter, on peut être ultra sans forcément être un idiot, et on peut très bien réfléchir au foot de manière intelligente. Donc voilà, ces deux bouquins là, enfin ce bouquin et ce MOOC, je les trouve très intéressants de ce point de vue là, et je les conseille. J'ai hâte de voir ce que la suite donnera sur d'autres sujets, parce que moi en soi le foot et l'argent c'est évidemment essentiel dans le foot d'aujourd'hui, mais c'est pas a priori ce qui m'intéresse le plus, donc on verra la suite, mais en tout cas je salue l'initiative, et c'est pour ça du coup que je voulais en parler. Ça serait dommage que ce genre de magazine, que ce genre de travail disparaisse, ne dure pas. Voilà, allez-y, il y a vraiment de la qualité, et il y a moyen d'apprendre plein de choses. Et enfin, dernier bouquin, peut-être le seul inclassable dans aucune catégorie, c'est celui-ci, L'incroyable histoire de la littérature française, aux éditions Les Arènes BD. C'est vraiment très très cool. Alors du coup c'est vraiment de la BD, hein, tout du long. La 4e de couverture nous promet que c'est un livre qui donne envie d'en ouvrir beaucoup d'autres, et je valide, je confirme complètement. En gros, on reprend la biographie des plus grands auteurs de notre histoire et on résume leurs œuvres principales. C'est un peu long à lire, hein, parce que c'est de la BD, donc c'est super agréable, mais c'est quand même un poil long. Vous avez à la fin un petit lexique avec les mots un peu compliqués ou importants. On a du coup des petites définitions de autofiction, de contes philosophiques, de calligrammes, de métaphores, de querelles des anciens et des modernes. Voilà, on a des petits points pour qu'on se repère, pour qu'on se retrouve. Et voilà, c'est très drôle, c'est très bien dessiné, j'ai vraiment adoré les dessins, c'est très bien fait, j'ai appris énormément de choses. Moi vous savez que je suis passionné d'histoire littéraire, et puis bah, vous savez que je fais sur cette chaîne le format de l'anecdote. Là des anecdotes, il y en a vraiment plein. Alors j'étais très content de voir qu'il y a des anecdotes que je connaissais, et à chaque fois que j'en parle, les gens connaissaient pas et qui sont dedans. Et surtout, il y a plein d'anecdotes que je ne connaissais pas, même sur des auteurs que j'apprécie énormément et sur lesquels j'avais pas mal lu. Donc je pense que c'est assez pointu comme travail, et c'est hyper sympa, hyper agréable. Ça humanise vachement les auteurs qu'on imagine parfois un peu sur leur petit nuage. Là, ils sont très humains, et c'est vraiment incroyable. Voilà, j'ai adoré lire ça. Là pareil, ça se lit, je l'ai lu en plusieurs petites fois, quoi. Il y a plein de chapitres, et c'est vraiment très cool. Alors pour savoir quels sont les auteurs du coup présents, on a Rabelais, Dubélé, Ronsard, Montaigne, Corneille, La Fontaine, Molière, Pascal, Madame de Lafayette, Racine, Marivaux, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot, Beaumarchais, Stendhal, Balzac, Hugo, Sand, Baudelaire, Flaubert, Zola, Maupassant, Rimbaud, Proust, Colette, Apollinaire, Sartre et Camus. Voilà, donc évidemment il n'y a pas tout le monde, et ça peut pas être complet. S'il y avait absolument tous les auteurs de la littérature française, ce serait pas en un tome, ça serait de 270 pages, mais ça serait je sais pas combien de milliers de pages, donc évidemment il y a eu des choix de fait. Mais c'est vraiment très très bien, et donc je vous encourage, si vous aimez l'histoire littéraire, ou si au contraire vous aimez pas trop mais que vous voulez en apprendre un peu plus de manière détendue, allez-y, foncez, c'est super bien. C'est un peu cher, j'étais tombé dessus chez des potes, et du coup j'avais feuilleté chez eux, et du coup je l'ai acheté derrière, et voilà, je regrette absolument pas, c'est très très sympa. Voilà pour cet épisode de Monsieur Lee. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, mais pour ce qui intéresse, en ce qui concerne Monsieur Lee, on se retrouve au mois de septembre où je vous débrieferai du coup ce que j'ai lu cet été.
Je vous en dis pas plus parce que je peux encore changer d'avis, mais a priori j'ai prévu de partir un petit peu sur autre chose, sur une autre thématique. Normalement du coup au prochain épisode de Monsieur Lee on sera dans le nouveau décor puisque j'aurai déjà déménagé, donc on aura un décor un petit peu différent. Écoutez, je vous souhaite à tous une très très bonne journée, n'oubliez pas de lire, abonnez-vous si c'est pas encore fait et si vous voulez rater aucune vidéo, n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram puisque je présente assez souvent les bouquins que je suis en train de lire, donc vous n'êtes pas obligé d'attendre la fin du trimestre pour savoir ce que j'ai lu, et puis je donne parfois mon avis, je donne des petits extraits, etc. Donc n'hésitez pas à me suivre. Et puis je vous dis donc à très bientôt sur cette chaîne. Salut tout le monde.